Bonjour à tous et à toutes, voici une nouvelle vidéo. Nous avons vu que les cellules animales et les cellules végétales réalisent de nombreuses activités. Nous avons vu que pour réaliser leurs activités, ces cellules ont besoin d'énergie. Cette énergie est fournie à l'intérieur des cellules par la réaction de respiration. Cette réaction de respiration nécessite du dioxygène et du glucose. Nous avons vu comment le dioxygène pouvait passer du milieu de vie jusqu'aux cellules chez les animaux. Nous allons maintenant voir l'origine du glucose. Ce cours sera présenté sous forme de démarche scientifique. Nous proposerons un problème, nous émettrons alors des hypothèses qu'il va falloir vérifier. Nous choisirons alors une activité de recherche pour vérifier ces hypothèses. Nous obtiendrons des résultats que nous allons pouvoir interpréter. Nous rédigerons alors une conclusion qui permettra de répondre au problème et de valider ou d'invalider les hypothèses. Rappelons la réaction de respiration. Pour obtenir de l'énergie, les cellules animales et les cellules végétales consomment du glucose et du dioxygène. Nous avons déjà vu l'origine du dioxygène chez les animaux. Intéressons-nous à l'origine du glucose. Nous proposons alors le problème suivant. Chez les animaux et chez les végétaux, d'où provient le glucose? Proposons des hypothèses. Hypothèse 1. Le glucose est fabriqué par les végétaux à partir de matières minérales. En effet, en 6e, nous avons vu que les végétaux ont besoin de matières minérales. C'est peut-être pour réaliser justement la fabrication du glucose. Hypothèse 2. Le glucose est fabriqué par les animaux à partir de matière organique qui est mangée par ces animaux. Nous avons effectivement vu qu'au cours de la digestion, du glucose pouvait entrer dans l'organisme. Commençons par vérifier la première hypothèse. Le glucose est fabriqué par les végétaux à partir de matières minérales. Pour vérifier cela, nous allons choisir une activité de recherche de type expérimentation. Voici alors un protocole expérimental. Nous allons utiliser un bioréacteur. C'est une cuve dans laquelle il y a un turbulent qui va tourner pour mélanger la solution. Lorsqu'on aura rempli cette cuve avec des cellules végétales, par exemple, nous allons refermer la cuve et insérer des sondes qui mesurent les quantités de dioxygène et de dioxyde de carbone. Ces sondes sont reliées à un ordinateur. On parle donc d'expérimentation assistée par ordinateur. EXAO. On observe que des petites fenêtres peuvent être ouvertes. La lumière circule alors jusqu'au bioréacteur. Ou fermées. Le bioréacteur est alors dans le noir une fois que le couvercle est fermé. Observons les résultats. Sur l'axe horizontal, on place le temps en minutes. L'expérience a duré 20 minutes. Sur l'axe vertical, on note le taux de gaz, la quantité de gaz en micromoles par litre. Le trait plein représente le dioxygène. Le trait avec les petits triangles représente le dioxyde de carbone. Dans un premier temps, pendant les 5 premières minutes, nous avons fermé les fenêtres du bioréacteur. Les cellules végétales étaient donc à l'obscurité. On observe que la quantité de dioxyde de carbone augmente et que la quantité de dioxygène diminue. Cette réaction qui consomme du dioxygène et qui rejette du dioxyde de carbone, nous la connaissons déjà. C'est la réaction de respiration. Pendant les 5 dernières minutes, on observe la même chose. La quantité de dioxyde de carbone augmente
et la quantité de dioxygène diminue. À l'obscurité, les plantes ne réalisent que la réaction de respiration que nous connaissons déjà. C'est la réaction qui permet aux cellules d'avoir de l'énergie. En revanche, à la lumière, quand on ouvre les fenêtres du bioréacteur, on observe que la quantité de dioxyde de carbone diminue et que la quantité de dioxygène augmente. À la lumière, les végétaux vont donc consommer du dioxyde de carbone et rejeter du dioxygène. C'est l'inverse de la respiration. Observons plus précisément les cellules que nous avions mises dans le bioréacteur. Ce sont des cellules végétales car elles possèdent une paroi plus épaisse qui entoure la membrane. Et on observe également, en plus du noyau, des structures rondes, vertes, que l'on appelle des organites. Ces organites sont appelés chloroplastes. À gauche, les cellules végétales ont été placées à l'obscurité. À droite, elles ont été placées à la lumière. Dans les deux cas, on ajoute du lugol. C'est un réactif chimique de couleur marron clair qui devient noir en présence de glucides. On observe ici que, à l'obscurité, le lugol ne se colore pas. Il n'y a donc pas de glucides produits. En revanche, à droite, le lugol colore en noir l'intérieur des chloroplastes. Grâce à la lumière, les chloroplastes ont donc pu produire de la matière organique, des glucides. Si on résume, les végétaux, et plus précisément les chloroplastes à l'intérieur des cellules végétales, sont capables de fabriquer des glucides, du glucose par exemple, grâce à la lumière et au dioxyde de carbone. Est-ce que toutes les parties du végétal sont capables de fabriquer des glucides à partir de dioxyde de carbone et de lumière? Dans cette expérience, on observe la quantité de dioxyde de carbone en fonction du temps. Si on laisse l'enceinte hexao vide, la quantité de dioxyde de carbone n'évolue pas. Si on ajoute des fragments de racines, la quantité de dioxyde de carbone augmente. Cela signifie que les fragments de racines sont capables de faire de la respiration, de rejeter du dioxyde de carbone, mais ne sont pas capables de prendre du dioxyde de carbone pour en faire des glucides. En revanche, en présence de fragments de feuilles, la quantité de dioxyde de carbone diminue. Cela signifie que ce sont les cellules des feuilles qui sont capables de prendre le dioxyde de carbone et, grâce à la lumière, de fabriquer des glucides. Vérifions le rôle de la lumière. On place ici sur un géranium, un pélargonium, des caches noires sur les feuilles. On éclaire ces feuilles pendant une semaine. Ensuite, on va décolorer ces feuilles. Et on va les colorer au lugol. Le lugol, ou eau iodée, je vous le rappelle, est un réactif chimique de couleur marron clair qui devient noir en présence de glucides. Et voici ce qu'on observe. Toutes les parties qui étaient éclairées, donc à l'extérieur du cache, se sont colorées en violet-noir. Cela signifie que les cellules ont produit de la matière organique, ont produit des glucides. En revanche, les cellules non éclairées, qui étaient sous le cache, n'ont pas fabriqué de glucides, elles ne se sont pas colorées en présence de lugol. Pour fabriquer les différentes parties du végétal, les cellules vont également avoir besoin de sels minéraux. D'où viennent ces sels minéraux? Nous avons radiomarqué certains éléments, comme le potassium. Radiomarqué, cela signifie qu'il va y avoir un marquage radioactif qui pourrait être visible dans certaines conditions.
on observe dans un premier temps que le potassium radiomarqué est à l'extérieur des racines. Ensuite, ce potassium, qui est normalement invisible à l'œil nu, mais qui ici est rendu visible grâce au radiomarquage, se retrouve à l'intérieur des racines. C'est donc par les racines que les sels minéraux peuvent entrer dans le végétal et être utilisés par les cellules. Résumons toutes nos observations. J'observe qu'à la lumière, la quantité de dioxyde de carbone diminue et la quantité de dioxygène augmente. J'observe qu'à la lumière, les chloroplastes, ces petits organites verts à l'intérieur de la cellule, se colorent en noir en présence de l'ugol. J'en déduis que la lumière permet la fabrication de matières organiques, des sucres, des glucides, dans les chloroplastes à partir de dioxyde de carbone. J'observe que la matière organique est fabriquée uniquement dans la partie éclairée des feuilles. J'en déduis que la lumière est captée par les feuilles. J'observe que la quantité de dioxyde de carbone diminue en présence de feuilles. J'en déduis que le dioxyde de carbone entre par les feuilles. J'observe que les sels minéraux marqués se retrouvent dans la plante et plus précisément dans la racine de la plante. J'en déduis que les sels minéraux, eux, entrent par la racine. Conclusion. Chez les végétaux, la matière organique, les glucides, les sucres, est fabriquée à partir de matières minérales, c'est-à-dire les sels minéraux, le dioxyde de carbone, et la lumière, l'énergie lumineuse. La réaction qui permet la fabrication de la matière organique est appelée photosynthèse. Synthèse signifie fabrication de matière organique. Photo signifie lumière. Photosynthèse signifie donc fabrication de matière organique à la lumière. Voici l'équation. Le dioxyde de carbone et l'eau sont à gauche de la flèche. Ce sont des matières minérales, c'est-à-dire des matières non vivantes, qui vont être transformées en glucides, c'est de la matière organique, et en dioxygène. Cette réaction nécessite de l'énergie. Cette énergie provient de l'énergie lumineuse. La lumière et le dioxyde de carbone sont captés par les feuilles. L'eau et les sels minéraux qui permettent de construire la feuille sont captés par les racines. La photosynthèse est réalisée à l'intérieur des cellules végétales, dans des organites, c'est-à-dire des structures dans la cellule, appelées chloroplastes. L'hypothèse 1 est validée. Les végétaux sont bien capables de fabriquer leur matière organique, leurs glucides, à partir uniquement de matières minérales et d'énergie lumineuse. Nous allons maintenant vérifier l'hypothèse numéro 2. Le glucose est fabriqué par les animaux à partir de la matière organique qui est mangée. Pour vérifier cela, nous allons nous documenter. Voici tout d'abord un graphique qui présente la distance à partir de la bouche en fonction de la quantité de glucose. Proche de la bouche, nous avons l'œsophage. Ensuite, plus loin de la bouche, l'estomac. Et enfin, qui fait plus de 5 mètres, l'intestin. On observe qu'au niveau de l'œsophage et de l'estomac, 100% du glucose reste dans le tube digestif. En revanche, à partir de l'intestin, il y a de moins en moins de glucose dans le tube digestif. S'il y a de moins en moins de glucose dans le tube digestif, ça veut dire que ce glucose est passé à l'intérieur du corps, dans le sang, par exemple. Comparons les appareils digestifs de deux types d'animaux. Les animaux zoophages, c'est-à-dire qui mangent de la viande,
et les animaux phytophages, c'est-à-dire qui mangent des végétaux. Le renard est un zoophage, la vache est un phytophage. On remarque que les zoophages ont des canines très pointues, des incisives très coupantes pour découper la viande et ensuite des molaires qui permettent de mastiquer cette viande. En revanche, les phytophages ont des canines qui sont peu importantes, qui permettent de couper plutôt les végétaux, et par contre les molaires sont beaucoup plus importantes car ces molaires vont permettre de broyer ces végétaux. Observons la suite de leur tube digestif. On observe que chez les carnivores, ou plutôt les zoophages, le tube digestif mesure 4 mètres, chez le renard par exemple. Alors que chez les phytophages, la vache par exemple, le tube digestif mesure 22 mètres. On observe que chez les zoophages, l'estomac occupe 63% de l'appareil digestif. La majeure partie des réactions vont donc se dérouler dans l'estomac. En revanche, chez les phytophages, on observe que cet estomac est beaucoup moins important. Nous venons d'étudier l'entrée de la matière organique. Nous avons vu que le glucose pouvait entrer au niveau de l'intestin. Nous observons également que la matière minérale est importante. Le fer permet par exemple le transport de l'oxygène dans le sang. Le zinc a un rôle dans la croissance et le développement de l'organisme. Et le sélénium a un rôle dans le fonctionnement du système immunitaire. Nous avons donc besoin de matières organiques comme le sucre, mais également de matières minérales, le fer, le zinc, le sélénium, pour le fonctionnement de notre corps. On voit ici différents aliments qui contiennent ces matières minérales. Observation, interprétation. J'observe que la quantité de glucides diminue au niveau de l'intestin. J'en déduis que les glucides proviennent de l'alimentation et qu'ils entrent dans l'organisme au niveau de l'intestin. J'observe que l'appareil digestif d'un phytophage est différent de celui d'un zoophage. J'en déduis que l'appareil digestif est adapté au régime alimentaire, c'est-à-dire ce que mangent les animaux. J'observe que le zinc, par exemple, qui est un élément minéral, a un rôle dans la construction de l'organisme. Il provient lui aussi de l'alimentation. J'en déduis que les animaux fabriquent leur propre matière, les os, les muscles, toutes les cellules qui constituent leurs organes, à partir de matière organique et à partir de matières minérales issues de l'alimentation. Conclusion. Chez les animaux, le glucose, qui permet d'avoir de l'énergie dans les cellules, provient de l'alimentation. Les appareils digestifs sont adaptés au régime alimentaire. On a un appareil digestif différent entre un zoophage et un phytophage. Le zoophage mange des animaux, le phytophage mange des végétaux. Les animaux fabriquent leur propre matière organique, les os, les muscles. Cette matière organique est fabriquée à partir de matière organique qui a été mangée, c'est-à-dire de végétaux qui ont été mangés ou d'animaux qui ont été mangés, mais également à partir de matières minérales, le zinc, le fer, etc., qui proviennent, elles aussi, de l'alimentation. L'hypothèse 2 est donc validée. La matière organique et la matière minérale proviennent, pour les animaux, de leur alimentation. Ils ne sont pas capables de fabriquer, comme les végétaux, de la matière organique uniquement à partir de matière minérale. Ce schéma permet de résumer les besoins nutritifs des êtres vivants. Les végétaux sont capables de fabriquer leur propre matière organique, leur sucre par exemple, uniquement à partir de dioxyde de carbone, d'eau et de sels minéraux. Ces éléments sont des éléments minéraux non vivants, et à partir de lumière. Les plantes vertes sont donc des producteurs primaires.
Ils peuvent fabriquer leur propre matière organique, les sucres par exemple, uniquement à partir de matières minérales et de l'énergie du soleil. En revanche, les animaux, comme ici cet escargot, fabriquent sa propre matière et obtient le sucre nécessaire à ses cellules à partir d'eau, qui est de la matière minérale, mais également à partir de matière organique végétale. Les animaux ne peuvent pas fabriquer, comme les végétaux, directement leur matière organique. Ils sont obligés de consommer de la matière organique végétale. Au cours de la chaîne alimentaire, on observe également que d'autres animaux, pour fabriquer leur matière organique, vont utiliser de la matière minérale, mais également de la matière organique animale. Cela va dépendre de leur appareil digestif qui est adapté à une alimentation plutôt de type végétal ou plutôt de type animal. Au cours de cette vidéo, nous avons vu l'origine des sucres, le sucre qui est nécessaire à la respiration des cellules. Les cellules végétales fabriquent elles-mêmes leur sucre. Elles le fabriquent à partir d'éléments minéraux, le dioxyde de carbone, l'eau et l'énergie lumineuse. Les animaux obtiennent leur sucre en mangeant des végétaux ou en mangeant d'autres animaux. Les végétaux et les animaux fabriquent également leur propre matière. Ils fabriquent leurs propres cellules. Pour fabriquer leurs cellules, ils ont besoin de matières minérales, l'eau, les sels minéraux, mais également, pour les animaux, de matière organique qui provient de l'alimentation.